On m'a posé la question de l'écriture, pourquoi vous écrivez? J'ai dit parce que j'ai beaucoup joué. On rentre dans la peau de Maud, on se rend compte qu'elle est addict au jeu. On apprend à la pulsion coloniale et capitaliste de façon générale aussi par le jeu, avec le Monopoly, avec le risque. Quel lecteur tu étais quand tu étais adolescent et comment est-ce que tu es passé de ce lecteur-là à l'écrivain? Pour moi, en tout cas, je sens qu'il y a une grande pulsion de contrôle quand j'écris. C'est quoi tes unpopular opinions sur la littérature? Je pense vraiment que la question du smartphone, c'est un sacré sujet, anthropologie. Bon, et Victor, t'as un côté un peu énervant, je te le dis. Merci. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo au Rendez-vous 19. J'ai le plaisir d'être avec Raph pour vous parler aujourd'hui de Victor Gestin de La Mauvaise Joueuse qu'on a la chance de pouvoir recevoir aujourd'hui dans la librairie des Saints-Pères. C'est ici qu'on tourne dans cette espèce d'antre de plein de manuscrits différents et on est très heureux de pouvoir parler d'un livre très particulier qui est un livre qui parle du jeu, du thème du jeu, mais pas n'importe lequel, qui est aussi celui de l'addiction. Et ma première question, Victor, ce serait: pourquoi ce thème-là aujourd'hui dans ce livre? Moi, je vais toujours chercher les projets à l'intérieur de moi. Quand même, j'identifie un nœud, un problème, quelque chose qui me concerne quand même assez fort, que je décale ensuite en fiction. Et donc là, le jeu, ça m'a saisi parce que j'ai réalisé avec les années l'importance qu'avait eu le jeu dans ma vie, dans mon enfance, et encore aujourd'hui, la place qu'il prenait dans ma vie. Et il me semble que regarder le rapport qu'on entretient au jeu, nous tous, c'est quasiment forcément très intéressant de regarder le rapport qu'on entretient aux règles, à la victoire, à la défaite, à cet espace comme ça alternatif que dessine un terrain de foot, un échiquier, une table de jeu. Pourquoi on a besoin de ça? Moi, j'en ai un besoin très fort et je pense que ça raconte quelque chose de beau, de joyeux et aussi de sombre, un peu ambivalent. Et je l'ai poussé à l'extrême avec la narratrice de ce livre, qui elle a un rapport qu'on pourrait dire extrême, voire pathologique au jeu. Au jeu, ouais. Pour revenir un petit peu sur l'histoire du livre, on rentre dans la peau de Maud, qui est une femme qui vient d'avoir un accident. On ne sait pas vraiment ce qu'est cet accident-là au début. Et on se rend compte qu'elle est addict au jeu. Parce qu'à chaque fois qu'elle croise un jeu, qu'elle croise un endroit, on commence par le bowling, mais ça va changer au fur et à mesure. Elle va avoir un rapport très compétitif, ça se voit, elle est vraiment très compétitive, elle est vraiment... on sent en fait, on ressent, sans que ça soit montré concrètement, l'addiction. Et elle fuit quelque chose. Dans ce livre-là, on a l'impression qu'il y a une certaine forme de divertissement. Est-ce que pour toi, du coup, le jeu, quand on rentre dans cette personne-là, on se dit... Ok, est-ce qu'il a voulu utiliser le jeu pour pouvoir la divertir des problèmes qu'elle avait auparavant Oui, je pense que la dimension de fuite du jeu, elle est très forte, et c'est ça qui a donné la forme narrative au livre aussi, qui est un roman de fuite, un roman de cavale sur quelques jours, donc ce personnage s'enfuit. Et la modalité de sa fuite, c'est de jouer. C'est une façon un peu bizarre de fuir qui donne un peu pour moi voilà, le ton, et c'est le point du livre, c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'elle fuit en jouant. Elle se réfugie en effet dans un bowling et puis dans différents espaces, comme ça au fil du livre. Et là se joue la fuite plus profonde, plus existentielle, la fuite à travers le jeu. Et donc, pour parler de ça, je pense en effet qu'on fuit quand on joue. Moi, ça m'a frappé. En écrivant, j'ai beaucoup de scènes d'enfance ou d'adolescence qui sont remontées comme ça. Et il y en a une, par exemple, c'est moi qui, enfant, et franchement encore aujourd'hui, qui est la fâcheuse manie d'interrompre parfois des conversations avec des amis, avec de la famille, pour proposer un jeu. Parfois de façon très un peu comment dire, malotru, quoi. C'est-à-dire quelqu'un est en train de me raconter quelque chose d'important, je sais pas, son travail, sa rupture, et moi soudain je suis pris d'une espèce de pulsion et je dis tu veux faire une partie de cartes. Et qu'est-ce qui se joue là, quoi? Je pense que c'est ambigu. Je pense qu'il y a à la fois l'envie sincère d'aller vers l'autre à ce moment-là, de communier, parce qu'on a tous vécu ça, parfois comment une partie de cartes, par exemple, peut valoir bien plus qu'une discussion pour rencontrer l'autre. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi l'envie de fuir cet autre, de m'en aller très loin, même si je reste en face, une façon de me réfugier dans le jeu, dans le silence, dans les règles, et comme ça, de fuir le rapport à l'autre. Et donc, cette ambivalence aussi, elle est au cœur du personnage. C'est quelqu'un qui a une sorte d'appétit de vie, de curiosité, d'envie de rencontrer. D'ailleurs, elle fait beaucoup de rencontres dans ce livre. Et en même temps, il semble qu'à chaque fois, elle veuille
les fuir, les disparaître, et finalement disparaître à elles-mêmes, comme on peut, je sais pas, se laisser avaler par une nuit au casino, ou par une journée entière, comme il m'est arrivé à jouer aux échecs sur mon téléphone comme un fou. Voilà. Donc la dimension de fuite est essentielle, et j'avais à cœur qu'elle soit à la fois symbolique, métaphorique à travers le jeu, et en même temps très concrète, très narrative à travers sa cavale. Et cette fuite est d'autant plus symbolique que physiquement, géographiquement, en fait, elle ne fait que rester sur place ou même revenir dans des endroits qui lui sont ou qui lui étaient familiers, comme elle revient d'ailleurs à son ancienne passion dévorante du jeu, donc c'est une anti-fuite quelque part. Ouais. En effet, elle rebrousse un peu chemin, et il s'avère peu à peu que sa cavale, qui semble un peu aléatoire, est en fait un retour très, très logique sur les terres de son enfance, vers son enfance, à mesure aussi que reviennent des souvenirs d'enfance. Et ça, moi je m'étais formulé un moment dans le travail, je me suis dit, régression infantile. Et j'avais bien ce terme un peu violent. Il y a l'idée de ça, l'idée d'une régression, d'un retour à l'enfance, au rapport complètement sauvage au jeu, et aussi aux terres de l'enfance. Moi j'aime beaucoup quand on se confondent les espaces mentaux et les espaces géographiques. Et la notion de paysage, voilà, peut être en effet... Alors il y a des paysages concrets dans ce livre, mais aussi un paysage mental d'enfance, et tout ça se mélange un petit peu. Et ça me tenait à cœur, ouais. C'est un livre qui se lit vraiment tout seul. Vraiment, c'est très, je vais pas dire addictif parce que c'est peut-être pas le bon mot, mais ça se lit vraiment tout seul. Je trouve que la construction littéraire est très bien faite. On suit vraiment chaque étape. On sait que ça va durer tant de temps. On se doute qu'elle va rencontrer tant de jeux différents. On attend en fait de savoir. En fait, c'est comme si nous on était pris dans un jeu, de se dire, ok, allez, qu'est-ce que ça va être le prochain jeu sur lequel elle va tomber et qui va l'accrocher pendant le temps d'un instant, et comment est-ce qu'elle va réagir, tout ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ailleurs, parfois elle se crée elle-même des jeux quand il n'y a rien sous ses yeux. Ouais. Dans sa tête, elle s'imagine des jeux comme en voiture sur la route des vacances, on joue au jeu de la voiture rouge, de la voiture jaune. Il y a vraiment quelque chose, elle ne peut pas s'empêcher de voir dans toutes les modalités de l'espace qui l'entoure matière à jeu, et pas uniquement quand il y a un jeu d'échecs ou un bowling. Oui, exactement. Alors ça, je pense que c'est le propre de l'addiction, c'est de capacité tragique à faire surgir l'objet désiré en permanence. Il semble qu'elle le croise. C'est ça le problème quand tu es addict, c'est la chose désirée se présente à toi, il faut l'éviter. Et il semble que les jeux soient partout. À chaque fois, elle veut rentrer chez elle, elle veut arrêter, que le roman aussi s'arrête quelque part, et à chaque fois surgit un nouveau jeu, et on est en droit de se demander si c'est vraiment un malencontreux hasard, comme elle le dit, ou alors si elle l'a pas un peu cherché, quoi. Si elle a pas fait un peu exprès de passer dans la rue où il y a une salle de billard ou une salle d'échecs. Pour moi, il y a un mécanisme comique aussi un peu là-dedans, c'est-à-dire dans la répétition insensée du jeu et de l'addiction. Il y a aussi quelque chose pour moi, il y avait une jubilation à un moment que j'ai trouvé. C'est au début, c'était juste sur les échecs. Voilà. Ça partait de mon rapport que je pourrais vous détailler au jeu d'échecs. Et puis à un moment, je me suis dit, quand même, je note que j'ai envie de parler aussi, je sais pas, de pétanque, de billard, et qu'en fait, tout ça raconte à peu près la même chose. Et à partir de là, est arrivée l'idée de cette espèce de, alors je pourrais dire catalogue, je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais en tout cas de cascade infinie de jeux, comme ça, qui sont à chaque fois des espaces différents, des règles différentes, aussi des sociologies différentes, de gens qu'elle rencontre. Et pour moi, il y avait un grand plaisir d'écriture, enfin, que je voulais transmettre à la lecture ensuite, dans ce passage un peu fou d'un jeu à l'autre. Ça me fait penser à quelque chose aussi, que j'ai noté, parce que je pense qu'il y a beaucoup de passerelles entre le jeu et l'écriture. Et moi, j'adore passer d'un jeu à l'autre. J'adore, quand j'ai fini une partie, en recommencer une. Je pense que, par exemple, un grand plaisir du jeu d'échecs, c'est dans cette charnière-là, quand on passe d'une partie à l'autre. Et il me semble que dans la lecture, c'est à peu près pareil. Par exemple, moi, quand je lis un livre, je suis toujours content de le finir, même quand il me plaît. J'ai jamais compris les gens qui disent j'économise les dernières pages, je veux pas que ça s'arrête. Moi, j'ai toujours envie que ça s'arrête parce que je sais que je vais passer à un autre livre et à une autre langue, et que je vais éprouver ce petit choc thermique assez génial. Moi, dès que j'ai fini de lire un livre, j'en prends instantanément un autre pour éprouver ce bascule d'une langue à l'autre. Et c'est comme si la jouissance se trouvait là dans ces charnières. Et je pense que dans le jeu, c'est pareil. Et voilà, ça m'a frappé. Je pense qu'il y a, de toute façon, il y a beaucoup de parallèles à tirer entre le jeu et l'écriture. Et juste pour finir sur ce point, d'ailleurs, l'envie d'écrire ce livre, elle m'est venue notamment d'une fois où on m'a posé la question de l'écriture, pourquoi vous écrivez, voilà. Et j'ai dit, parce que j'ai beaucoup joué, enfant.
Et il me semble que d'inventer des situations, des personnages, d'agencer des Lego, des Playmobil, j'en ai conçu un plaisir assez proche de celui de l'écriture. Et je le pense vraiment. C'est assembler les mots comme on assemblerait des Playmobil, quoi. Ouais, plaisir d'agencer, plaisir de modifier. Aussi, rapport au contrôle. Ça, je pense que c'est pas le cas de tous les auteurs, mais pour moi, en tout cas, je sens qu'il y a une grande pulsion de contrôle quand j'écris. Une puissance qu'on a soudain d'ordonner les choses, de décider. Moi qui, sans doute, suis victime, un peu comme nous tous, du bordel, du désordre de ma vie à plein d'endroits, soudain, j'ai le pouvoir de réordonner. Et ça, je pense que c'est très fort. Et c'est aussi une chose avec laquelle je lutte. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal à sortir du cadre dans l'écriture, à sortir du cadre, à digresser, à m'autoriser des choses que j'avais pas prévues. Je suis comme ça un petit peu borné aussi. Ce qui donne, je pense, au livre une certaine cohérence, son aspect un peu serré, mais aussi qui peut être une limite contre laquelle je lutte. Moi, j'aimerais bien parfois être capable de plus digresser, de sortir, voilà, ça, c'est intéressant d'essayer de réfléchir aux luttes internes qu'on a quand on travaille. Moi, c'en est une assurément. Et d'ailleurs, sur cet aspect de borné, tu fais un moment enfin, la narratrice fait un éloge de la règle du jeu et de son plaisir inouï d'obéir à la règle et sa détestation absolue de la tricherie. Est-ce que toi, tu as des règles dans ta manière d'écrire? Est-ce que tu te fixes des grands principes ou est-ce que c'est la liberté la plus complète? Non, moi j'ai des règles très strictes d'horaire, de quotidienneté, de bar où je vais écrire. Moi j'écris beaucoup dans des cafés. J'écris aussi beaucoup debout, parce que j'ai un peu mal au dos et donc j'ai comme ça des petits rituels, je pense comme beaucoup d'auteurs, et je les respecte avec une certaine... Moi je suis quand même quelqu'un d'assez, d'assez maniaque, voilà, j'ai vraiment même un problème avec ça. Et par ailleurs, les règles dans le jeu, je les respecte aussi. Moi, je déteste triche. Je sais que la triche est magnifique et il y en a des grands exemples dans l'histoire, vous voyez, de la beauté de la triche aux cartes, des grandes fautes au foot. Je pensais à Maradona, mais aussi à Suarez qui fait une main récemment, il y a quelques années, je sais plus contre quelle équipe. Le Ghana, non? Je sais plus. Le Ghana, ouais. En quart de finale de la Coupe du Monde 2010. Donc terrible, tragique, en même temps magnifique, quoi. Dans l'histoire du foot, ça finit par l'emporter sur la saloperie parce que il s'est joué quelque chose d'humain, là, de très fort et qu'on peut admirer quelque part. Et donc je sais la beauté de la triche, mais j'avoue que dans la pratique j'y arrive plus. Là je sais plus soudain et je suis juste énervé et un peu borné. Je veux faire la banque au Monopoly, je veux surveiller les gens, parce que alors pourquoi? Ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est ambigu, parce que il me semble que quand je joue au départ, c'est précisément pour sortir des règles ordinaires du monde, de la société, je sais pas, la morale, la loi, vous voyez. Je leur préfère d'autres règles fictives de jeu. Et en même temps, dès lors que je sors du cadre de la vie, je veux tout de suite reconduire, réinstaurer de l'ordre, et je redeviens un flic instantanément, moi qui fuyais tout ça. C'est marrant d'ailleurs, je pense que ça raconte, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu anard fondamentalement dans le jeu, dans la pulsion de jeu. L'idée de sortir du cadre, d'inventer un autre cadre, et se pose aussi un des grands nœuds de question de l'anarchisme, ce qui est, est-ce qu'on va pas reconduire l'ordre qu'on a fui? Est-ce qu'on va pas recommencer les mêmes merdes dans notre zone, dans notre village, dans notre groupe? Et c'est très intéressant, c'est comique, c'est tragique, c'est un peu irrésolu, quoi. Et je pense que, voilà, cette contradiction entre aspiration à l'ordre et au désordre, qui se joue, je pense, en chacun de nous. Pour moi, c'est à l'endroit du jeu, en fait, que je l'identifie. Ouais, c'est intéressant parce que disons que toutes ces structures du jeu-là, on les ressent de différentes manières. Et moi qui étais profondément addict au jeu, je même été interdit de casino et tout. Enfin, c'est-à-dire, voilà. On va pas parler de ça aujourd'hui, c'est pas mon... Et tu vois... Ce qui est drôle, c'est que j'ai très récemment un pote qui est fan de chest.com, cette application d'échecs, qui me dit « Vas-y Chris, télécharge-la, on se fait des parties ensemble. » Et moi, je sais que je la télécharge pas, parce que si je la télécharge, je suis foutu, je vais passer ma vie dessus. J'ai l'impression que c'est un petit peu la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, non? Ouais, moi je l'ai téléchargé. Alors je peux raconter ça parce que ça a vraiment un lien avec le livre. Moi je l'ai téléchargé, cette application, malheureusement, ouais. Et j'ai plongé, ce qui m'a posé de vraies difficultés de relationnelles, vous voyez, de travail aussi. Je me suis mis à plus écrire, à plus voir les gens, et à plonger dans des abîmes, des heures de tension nerveuse, de violence intérieure et de transpiration. Et ça
c'est quand même très destructeur, un peu comme le jeu vidéo. Je pense que c'est le même enjeu. Et je l'ai bloqué, un peu comme on peut s'interdire de casino. Moi, je trouve ça très drôle. Hein. J'adore toutes ces histoires. Et j'ai tout de suite une grande sympathie pour les gens qui font ça. Moi, j'ai bloqué, j'ai mis un contrôle parental assez raide sur mon téléphone, de sorte que je puisse pas le contourner, quoi. Et je me suis vu le contourner cependant en descendant au cybercafé de mon quartier, par exemple. Et là, il y avait un mécanisme vraiment vous voyez, d'ériger des digues et en même temps d'être soudain malin et de contourner sa propre digue et d'être en lutte avec soi-même d'une façon infernale. Et c'est le cas de ce personnage aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la langue du livre, moi c'était important de rendre notamment sa mauvaise foi. Sa mauvaise foi, les choses qu'elle nous dit qu'on n'est même plus, qu'on va pas croire, ce qui peut nous agacer. Et on est face à quelqu'un qui déploie tout un arsenal aussi de langage pour se justifier, pour s'automotiver, et dire non, ça c'est la dernière, c'est le dernier truc, c'est le dernier vers, c'est le dernier jeu, on connaît ces phrases. Et voilà, je voulais qu'on soit face à ça aussi dans ce que ça a d'irritant. Ouais, non seulement c'est irritant, mais je trouve que le pire dans le jeu, c'est de gagner en fait. Ah. C'est le fait de gagner. Alors, j'observais ça, je relisais le jour de Dostoïevski. Et en fait, si tu vas au casino, si tu joues à n'importe quel jeu, et que tu commences et que tu perds directement, tu sais pas ce que ça fait que de gagner. Donc du coup, t'as moins c'est pas une sorte de, t'as le plaisir de jouer, mais je veux dire, t'as moins cette tentative de vouloir ressentir ce que t'as ressenti lorsque t'as gagné. Alors que si tu gagnes directement, et c'est ce qu'on retrouve souvent chez les joueurs qui vont au casino, c'est ils y ont été une fois, la première fois ils y sont allés et paf! Oh, ils ont gagné un petit peu, truc. Et puis après, ils se disent, OK, on s'en va. Et puis, dès qu'ils arrivent et qu'ils rentrent chez eux, si quand même on va retourner demain, on va remettre 20 €, et ainsi de suite. Et le processus s'enclenche comme ça. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce que ressent ton personnage, qui est moins dans le fait de jouer que dans le fait de vouloir de se dire que à chaque fois, c'est possible de gagner encore. Parce qu'elle gagne. Et d'ailleurs, c'est très énervant, elle ne fait que gagner. Enfin, elle est quand même très très forte. Oui, il se trouve qu'elle est forte. Ça, c'était le pari aussi du livre, c'est de présenter un personnage qui a joué à tout, qui s'est entraîné à tout, qui a une espèce de longueur d'avance sur à peu près tous les jeux. Voilà, moi, je suis loin d'être comme ça, mais c'est vrai que j'avais une curiosité pour tous les jeux qui a fait que souvent, quand un jeu se présentait, je sais pas, à l'école, en vacances, souvent je l'avais déjà pratiqué. Alors, ces questions de gagner, moi je trouve ça très intéressant, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Ça me fait un peu penser à la question de la jouissance qui avait été développée dans un livre de Pascal Quignard, je trouvais ça super, il disait « c'est la jouissance qui est puritaine ». C'est le fait de jouir qui nous arrache au désir, vous voyez, à l'insupportable désir, c'est jouir pour que ça s'arrête, parce que finalement, comme si on n'était pas capable d'endurer cet état intense de désir. Il fallait que ça s'arrête. Et je pense que la victoire, c'est aussi un peu comme ça. En effet, quand on gagne, ça s'arrête. A priori, le jeu s'arrête. Et donc, moi, ça m'est arrivé de pas vouloir gagner, en effet, par exemple, devant un match de foot. Moi, je suis toujours pour l'égalisation, pour la prolongation et pour le tir au but. Quitte à ce que ce soit contre mon club préféré, contre la France quand elle joue, je veux toujours que le jeu aille le plus loin possible, et j'arrive à un point où en effet j'arrive à potentiellement désirer la défaite, pour que ça se prolonge. Et c'est vrai qu'elle est un peu dans ce truc ambigu aussi, elle veut gagner, mais en même temps elle veut surtout participer, comme on dit, c'est-à-dire elle veut que le jeu advienne et se prolonge le plus longtemps possible. Je sais pas si c'était exactement la nature de ta question, parce qu'il y a plein de choses qui résonnent dedans. Ce qui me fait rire, c'est est-ce que ça t'arrive toi de parier par exemple sur un match de foot, de te dire tiens, pour mettre un peu plus de piment à cette soirée, je vais décider de mettre des fois il suffit de rien, pas grand chose, pour pouvoir mettre plus de piment à... Non, en fait moi j'ai quasiment jamais mis les mains dans le jeu d'argent. J'ai pas approché ça. Et d'ailleurs, le livre, c'est pas vraiment le sujet. Il en est un peu question à un moment, mais parce qu'en fait, les jeux d'argent ont été assez quadrillés par la littérature. Moi, j'ai lu ou relu des choses. Tu as parlé du joueur. Il y a aussi, pour moi, il y a des textes de Sagan, et il y a aussi, surtout, 24 heures de la vie d'une femme, qui pour moi, sur les casinos, sur les mains qui jouent au blackjack, qui tremblent, c'est assez exceptionnel. J'ai voulu sortir ça parce que ça me semblait déjà quadrillé. Ça me semblait aussi être une problématique assez particulière que je connais pas très bien, pour m'étendre à la question ludique de façon générale. C'est-à-dire jouer non pas pour le gain forcément, mais jouer pour ce moment, cet espace un peu dont on a déjà parlé, où on sort du monde, on se décale dans un autre rapport au monde et aux gens. C'est ça qui m'intéresse. Le jeu plus comme une drogue. Mon précédent livre, c'était sur la boîte de nuit, la danse, et pour moi, il y a des ponts. C'est-à-dire comment
quand on est mal à l'aise en société, comment on trouve des mondes de substitution, que ce soit la boîte de nuit, la danse ou là, le jeu. Voilà, moi je note que quand je joue aux échecs, souvent je me sens vraiment très bien, peut-être tragiquement mieux que dans ma vie ordinaire. Donc il y a une forme de fuite aussi de quelque chose peut-être. Une forme de fuite qui est la fuite de la drogue, de l'addiction, bien sûr. Moi, je me pose une question à nouveau sur cette notion de jeu, mais aussi du pronom personnel jeu. Ce qui est quand même surprenant, c'est que tu as donc une narratrice qui parle à la première personne du singulier, et que donc tu as écrit dans la peau d'une femme. Tu parlais de 24 heures dans la vie d'une femme, tu as écrit dans la peau d'une femme. Pourquoi ce choix-là d'une femme et pas d'un homme? Non pas qu'il faille absolument correspondre à son narrateur, mais pourquoi ce choix-là, et comment est-ce qu'on fait quand on est un écrivain pour écrire en lieu et place d'une femme? Ouais, alors intéressant, ça a été une grosse question parce qu'au début, La Mauvaise Joueuse, c'était un mauvais genre. J'étais parti, comme pour mes autres livres, un peu par réflexe, parce que j'écris souvent proche de moi, sur un personnage d'homme. Et puis, il m'a semblé, en fait, que la honte, la culpabilité qui habite beaucoup cette histoire, c'est la honte qu'on peut ressentir adulte à jouer, à vouloir passer des heures au baby-foot ou à je sais pas quoi. Cette honte-là que moi je ressens, je pourrais la raconter, la pousser encore plus loin avec une joueuse. Parce que je me souviens bien, dès le collège, dès la fin de l'enfance, que les joueuses, que mes amis étaient beaucoup plus violentées, jugées, insultées, sommées de s'arrêter de courir, de s'arrêter de sauter, avant les garçons. Et donc, en me décalant comme ça, en l'occurrence de genre, il m'a semblé que je pourrais creuser plus loin un sentiment qui m'est propre. Si bien que cette narratrice, elle me ressemble beaucoup, peut-être plus que mes personnages de garçons. Ceci dit, je me suis beaucoup posé la question, j'ai hésité. C'est une problématique qui m'intéresse. Pour moi, il faut pas la poser en termes moraux, parce que sinon, je pense qu'on peut pas bien réfléchir. C'est pas la question de est-ce que j'ai le droit. Je pense que j'ai le droit. Par contre, est-ce que j'ai la capacité? Et là, c'est pas sûr du tout. Pour moi, c'est ça qu'on a. Je pense que c'est ça l'injonction juste. C'est posez-vous la question auteur. Par exemple, quand on est un homme et qu'on veut écrire une femme, mais c'est valable dans d'autres cas, non pas de votre droit, mais de votre capacité, afin, si possible, de nous épargner un livre qui sera pas juste, qui sera un fantasme, qui sera une projection bizarre. Donc, je m'en suis senti capable parce que j'avais en commun avec ce personnage cette passion du jeu. Et donc j'avais l'impression de pouvoir la comprendre. D'ailleurs, il y a une autrice qui m'a un peu débloqué, que je vois comme un kiné dans un moment de crise, ou un ostéo peut vous aider juste avec un mouvement ou une parole. Elle m'a dit, mais t'écris pas à la place des femmes, t'écris à la place d'une femme. Celle-là. Concentre-toi sur celle-là et te tracasse pas. Et voilà, donc je m'en suis senti capable, et c'était très réjouissant d'ailleurs de me dire qu'il y avait des facteurs identitaires peu classiques, par exemple le rapport au jeu, qui là étaient soudain plus déterminants que les rapports usuels, que les déterminants usuels, par exemple de genre ou de milieu social. Voilà. Il y a un passage où le désir rentre en jeu avec un homme à l'intérieur. Comment tu fais pour décrire ce désir du coup féminin alors que toi tu es un homme? C'est ça, c'est toute la difficulté et la beauté de l'écriture, c'est ce que je trouve en particulier. Mais à partir de quand est-ce que tu penses que tu as les capacités pour pouvoir le faire de cette manière-là? Je sais pas si je peux bien répondre à ça. D'abord, je gage qu'il y a beaucoup de points communs et que le désir... si je comprends mon propre désir, sans doute que je suis capable, notamment quand j'écris, de comprendre, d'écrire sur les désirs de quelqu'un d'autre. Et aussi, peut-être, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je pense que j'accepte aussi l'étrangeté ou la dissonance. Je me dis, ça va peut-être être un peu étrange, mais ce sera peut-être pas pour autant pas juste. Je sais pas comment dire. Il y aura peut-être un petit décalage, une petite marge, mais je vais l'assumer aussi, et voilà, faut pas que j'essaie de trop tout calculer. Voilà, du reste, c'est une scène qui va pas au bout, qui est surtout une scène de jeu sexuel. C'est le moment un peu terrible et en même temps un peu drôle aussi. Enfin, moi, ça me fait rire, mais je suis peut-être bizarre. Hein. En fait, plus c'est tordu, plus ça me fait rire souvent. Où elle n'arrive pas à avoir un rapport sexuel ordinaire sans... Elle a besoin d'un jeu. Elle a besoin d'un support. Là, en l'occurrence, elle fait avec un homme un jeu de questions, actions, chiche, vérité, ce genre de choses qu'on peut pratiquer en fait comme une sorte de jeu préliminaire.
et elle n'arrive pas à s'en passer. Le moment où il faudrait le moment qui est censé être une libération, le moment où, allez, c'est bon, là, on s'en passe, on a pris notre élan, maintenant, on rentre dans l'étreinte et on n'a plus besoin de code. Elle veut continuer à jouer et jusqu'à gâcher, en fait, la spontanéité du rapport. C'est ça qui se passe. Et ça, en fait, au-delà de la question de genre, il y a une question un peu, voilà, pathologique, tragique, que moi, je pouvais me sentir un peu concerné par ce genre de choses. Et donc, je me suis senti capable d'écrire cette scène, voilà, même si c'est en l'occurrence une femme qui parle. Et ça fait penser un peu aux gens qui ont besoin d'alcool ou de drogue pour faire la fête, et qui n'arrivent jamais à s'arrêter, et qui finissent dans des états pas possibles parce que c'est toujours plus. Bien sûr. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'endroits du livre où on pourrait transposer. On pourrait se dire, ah, c'est l'histoire d'une alcoolique, par exemple. Je pense que ça marche. En fait, à beaucoup d'endroits de nœuds psychologiques, ça marche. Et c'est le même enjeu. Après, la spécificité du jeu comme addiction, comme drogue, disons, ça m'intéressait parce que contrairement à fumer de la weed ou à regarder la télé, par exemple, on joue pas, a priori, pour s'endormir, pour disparaître, pour disparaître à la vie. On joue quand même par désir, par grand appétit, ça que je trouve très beau. Il y a quand même une pulsion vitale quand on joue très fort. On joue pour dynamiser la vie, pour se mettre, comme le dit cette très belle expression de Marie-Hélène Lafont, que je me suis vu citer plusieurs fois ces derniers temps parce que vraiment elle m'obsède. Elle dit être à la proue de soi-même. Elle en parle à propos de la musique et je trouve ça très beau. Le jeu nous met quand même à la proue de nous-mêmes, c'est-à-dire au top de nos capacités physiques, cérébrales. C'est quand même ça qu'on fait quand on joue. Donc contrairement à d'autres drogues, il y a un élan de vie très fort, qui n'exclut pas la noirceur et la violence. Est-ce que tu penses que la vie doit être un jeu ? Ou du moins être pris comme un jeu ? Je pense qu'on gagne... Enfin, en tout cas, moi je sens que je gagne en joie, en distance aussi avec les choses parfois nécessaires, à relativiser par le jeu, c'est-à-dire à insuffler du ludique ou du désir dans ce que je fais. Maintenant, je pense qu'il y a une zone, il y a une frontière un peu sombre à pas dépasser. Ça me fait penser aux traders, moi. Ça fait penser aux gens qui voyaient l'histoire de Kerviel avec la Société Générale, le moment où le jeu a commencé à faire des grands dégâts. Je pense que c'est ça la question qu'on se pose, c'est en fait la question du pacte aussi social, quoi. À quel moment tu t'arrêtes pour pas manger, bouffer le terrain des autres, et à quel moment on sort du symbolique. C'est-à-dire, par exemple, plumer son adversaire au Monopoly, le faire hypothéquer, le faire raquer, le clochardiser, comme elle dit violemment, c'est bon en fait, c'est possible dans l'espace symbolique du Monopoly, mais par contre quand tu sors, il y a un problème. Je pense que la géopolitique, que des grands chefs d'État par exemple, on pourrait vraiment analyser leurs choix, leurs gestes, parfois par une espèce de pulsion ludique mal domestiquée, qui a complètement... vous voyez par exemple la pulsion coloniale, et je sais pas comment dire, la pulsion d'expansion. Pour moi, c'est un geste. Je suis sûr que ça vient d'un truc assez ludique, assez animal. Il y a beaucoup de jeux d'ailleurs où le but c'est de s'étendre. Oui, moi je jouais à Age of Empires sur mon ordi. C'est quand même ça l'idée, c'est quand même tu t'étends. Le risque, richesse du monde, il y a plein de choses, c'est de bouffer le terrain. Et je comprends, c'est assez jouissif. Et on apprend la pulsion coloniale et disons capitaliste de façon générale aussi par le jeu, avec le Monopoly, avec le risque. Et ça peut être chouette parce que ça met en jeu plein d'autres choses intéressantes. Mais par contre, voilà. Le résultat potentiel. Donc la vie est un jeu, je sais pas, je trouve que c'est une phrase un peu dangereuse. Dans notre cuisine interne, je pense qu'elle peut nous servir, et en même temps, attention, quoi. Et j'ai une question, après je te laisse rebondir. Moi, dans ma famille, on est tous des très grands joueurs de société. C'est-à-dire que quand je vais chez mes oncles, tous, on se dit à peine bonjour. Allez, il y en a un qui part au ping-pong, l'autre qui prépare la partie de loup-garou, l'autre qui prépare... Voilà, ça part dans tous les sens du côté de ma mère, c'est comme ça. Et souvent... Après la fin du jeu, il y a des histoires. On se dit, ah putain, c'est dingue, je m'imaginais pas ce que tu sois cette personne-là. C'est fou que je m'étais jamais imaginé que tu étais en fait comme ça, que tu pouvais être un si bon menteur, que tu pouvais être si bon manipulateur. Est-ce que le jeu permet aussi de révéler des facettes de notre identité qui sont absolument... peut-être qu'on essaie de cacher constamment au quotidien, qu'on cache, une espèce d'identité personnelle, mais qui, lorsque le jeu arrive, devient social.
Ouais, totalement. Bah là, ça me fait penser, encore une fois, sur la question de l'écriture, à une formule assez, je trouve assez nette de Kundera qui dit le roman, le personnage, c'est un alter ego expérimental. Voilà, alter ego expérimental. Je pense que le jeu nous propose aussi ça, de faire l'expérience de nous-mêmes autrement, de nous décaler. Alors, parfois, c'est pour révéler des choses qu'on cachait, comme tu dis, des choses assez sombres, mais là où ça m'intéresse le plus, c'est quand ça nous donne l'occasion d'exprimer ce qu'on ne peut pas donner en temps ordinaire. Moi, vous voyez, par exemple, cette frustration, il me semble que parfois, face à certaines personnes, quand l'alchimie passe pas bien, notre vitalité, par exemple notre humour, ne passera pas. On ne pourra pas donner ce qu'on a. On ne pourra pas, et notamment, par exemple, faites l'expérience d'être face à quelqu'un de pouvoir, une personne qui a un pouvoir social, symbolique, plus fort que vous. Souvent, vous allez vous écraser et vous ne pourrez pas faire valoir votre humour. Là où peut-être vous êtes très drôle, vous arrivez à faire rire vos amis, la personne en face, vous ne pourrez pas, vous allez vous liquéfier. Donc, et ce genre de privation, qui est quand même tragique, hein, je pense que c'est des perditions, vous voyez, quotidiennes, des milliards de perditions dans le monde entier de notre force vitale. Le jeu peut rétablir ça. Et on a tous vu des gens devenir soudain magnifiques, drôles, brillants, prendre le centre de l'attention là où, à l'école, en famille, ils sont complètement éteints. Donc ça c'est beau, et c'est ouais, le jeu comme catalyseur, comme comment dire, un truc qui nous sauve, quoi. Je cherche le mot, mais ouais. Et c'est intéressant parce que quand j'ai lu ton livre, donc on comprend que pendant 10 ans, je crois, la narratrice s'est privée de jouer pour lutter contre ses addictions. De toute forme de jeu. Elle refuse même un jeu sur téléphone, etc. Elle s'en prive absolument. Et moi, je me suis immédiatement demandé, mais à quoi ça ressemble une vie pendant 10 ans, entre quoi, ses 17 ans et ses 27 ans, où on ne joue jamais? Quel type d'humain ça forme, et qu'est-ce qui doit se passer dans un cerveau peut-être un peu desséché de ne plus jamais avoir la moindre occasion de jeu? Et en fait, j'avais presque envie de lire plus de choses sur elle qui se refuse absolument toute forme de jeu. Oui, je comprends. Alors je pense que ça existe, hein. Je veux dire, il y a des gens qui jouent pas, ou très très peu, et qui s'en trouvent heureux. Moi, ça m'a toujours inspiré d'abord une grande frustration. Quand enfant, je me retrouvais face à, je sais pas, une cousine, un oncle qui voulait pas jouer. Soudain, oui, c'est comme un chien, comme un border collie qui veut sortir, et c'est insupportable en fait. Il y a une énergie frustrée qui va muter en colère, en maladie. Et en même temps, donc ces gens m'énervaient, et en même temps, ils me fascinaient, parce que je me disais, mais quel est leur secret, quoi? Pourquoi, comment ils arrivent à se passer de jeu? Qu'est-ce qu'ils font pour être heureux, pour se défouler? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais toujours pas. Et en effet, j'ai pris le personnage. Je pense que pour raconter l'addiction, il y a un peu deux pistes narratives. Soit on raconte le début. Voilà, il y a des romans qui racontent le début, le premier contact avec la chose, ou alors une rechute. Moi, j'ai pris ce pari-là de dire, c'est quelqu'un en effet qui avait arrêté, et le roman, c'est le temps de sa rechute. Et ce qui est intéressant, c'est que le début de l'abstinence correspond très exactement au début de son histoire avec Yann, donc qui est son copain, son histoire d'amour. Il s'est fait exprès. Est-ce qu'il y avait un message, une symbolique derrière ça? L'abandon du jeu pour l'amour, ou peut-être une entrée dans l'âge adulte par l'amour? Oui, il y a quand même l'idée que le jeu a fait souffrir ce personnage, enfant, adolescent, à un moment l'a isolé. Le moment où le jeu a cessé d'être une norme, et le moment en gros où elle a continué à courir, vous voyez, dans la cour de récré, à faire des ping-pong, à crier alors que les gens commençaient à socialiser, à faire la fête, à boire, à tomber amoureux, à un moment donné, c'est devenu une paria sociale, une immature. Moi, l'idée de l'immaturité, elle m'obsède un peu, parce que c'est souvent quelque chose qu'on me renvoie à cause de mon visage, à cause de certaines choses que je fais. Souvent, on me dit « Ah, tu fais très jeune, etc. » Et ça me travaillait. D'ailleurs, il y a un auteur qui a beaucoup travaillé autour de ça, c'est Gombrowicz. Et j'ai lu pas mal de textes de Gombrowicz qui charrie ce thème assez original de l'immaturité de façon assez géniale. Et donc, il y a le désir d'être mature. Moi, si vous voulez, c'est un petit enjeu quotidien un peu discret, c'est faire mature. Ça va être, je vais mettre, voilà, alors j'ai mis des belles chaussures, et puis le peu de barbe que j'ai, je vais essayer de le laisser pousser parfois, et puis parfois même je vais me surprendre à monter, à descendre un peu ma voix dans les graves, et à affecter toute une série de gestes et de paroles pour essayer de combler cette immaturité qu'on m'a collée sur la tête. Et il y a une bonne façon pour ça, c'est de rentrer dans la vie d'adulte. Je reviens à ta question. En effet, avoir un compagnon, une compagne, avoir un travail, être sérieux. Et ce personnage, en fait, a comme joué un rôle.
jouant un rôle social pendant des années, et soudain ça explose. Et le compagnon qui était une forme d'alternative sérieuse au jeu, sort du livre. Et d'ailleurs, moi, une façon un peu radicale que j'ai eue, un choix que j'ai fait pour raconter son désintérêt de ce compagnon, bah, c'est qu'il soit pas dans le livre. En fait, elle en parle 2-3 fois, et puis finalement, elle l'oublie. On a presque envie de lui dire, mais il y a ton mec aussi, quand même. Ouais. Et en fait, elle en parle même plus, Ouais. et c'était une façon pour moi un peu radicale de raconter qu'en effet, elle s'en fout. Elle a basculé dans autre chose. Mais c'est un peu triste parce que justement l'amour peut être le lieu du jeu, justement, ou le lieu où justement les considérations, les superstructures sociales s'abandonnent au pas de la porte pour, quand on retrouve son compagnon, sa compagne, être à nouveau une forme, non pas d'enfant, mais de moi naturel, qui va rigoler, qui va se moquer des gens au travail, etc. Et donc c'est pour ça que cette corrélation-là m'avait paru, non pas surprenante, parce que ça existe, des gens qui voient le couple comme quelque chose de très sérieux, mais ouais, peut-être un peu amer. Oui, bien sûr. Et elle est prise dans un rapport pathologique, hein, donc elle-même souffre de ce dont elle se prive. Elle a conscience parfois de se priver d'amour, de ne pas être capable d'éprouver ça. Et là, c'est vraiment l'idée de la fuite, de dire tu n'es pas capable d'aimer. C'est une des choses qu'elle ressent. Et en effet, les couples qui deviennent des enfants. Alors moi, ça me fait penser, petite incise. J'ai pris une note sur mon téléphone tout à l'heure. Je me disais, mais est-ce que les couples vous savez, les petites voix que les couples prennent entre eux, dans le secret un peu honteux du couple, soudain, quand on se parle, surtout après les années, on affecte une petite voix un peu plus mignonne, un peu plus douce, comme on commence à utiliser des surnoms, par exemple. Et ça fait partie des choses un peu l'idée du retour, de la régression commune, un peu infantile, un peu douce, un peu rassurante. Et c'est marrant, j'aimerais bien, moi, entrer dans le secret des couples et entendre les petites voix qu'ils utilisent entre eux. Que parfois on peut surprendre à une soirée, parfois ça sort sans faire exprès, et ça peut être un peu gênant. J'aimerais bien entendre la petite voix que t'as avec Élise. Et toi ? Je vous rappelle, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à la partager, à nous dire ce que vous en pensez. Aussi, à vous nous donner, pourquoi pas, les jeux que vous pratiquez souvent en commentaire. Peut-être ça nous donnera nous des idées aussi, et à Victor aussi peut-être de faire de nouveaux jeux, d'expérimenter de nouveaux jeux. Je vous rappelle qu'on parle du livre de Victor Gestin, La mauvaise joueuse, aux éditions Flammarion, un livre qui parle du jeu, qui est encore une fois très agréable à lire, qui se lit tout seul. On a vraiment envie de se plonger à l'intérieur pour entrer dans la vie de ce personnage-là. Et comme tout livre naît parfois d'autres livres, parlons maintenant de tes influences. Quelles seraient pour toi, si tu avais 2 personnes à me donner, tes 2 influences dans ton écriture, dans ton art en général? Alors, d'abord, il y a la tentation de parler d'autres arts. Moi, j'ai toujours une sympathie, je vais pas le faire là, mais je suis toujours assez intéressé par les artistes qui procèdent comme par frustration, ou qui ont une appétence, un goût privilégié pour un autre art, mais qui sont pas capables de le pratiquer, et qui donc, par ce décalage, vont inventer des choses dans un art. Vous voyez, il y a toute une tradition de cinéastes qui sont des peintres ratés, frustrés. Il y a beaucoup, je pense... Des éditeurs, les écrivains ratés. Bien sûr. Je pense qu'il y a des dictateurs musiciens... qui sont des peintres ratés aussi. Ouais. Ouais. Ou des musiciens qui auraient bien aimé être architectes, je suis sûr que ça existe, et qui ont trouvé une autre façon comme ça d'échafauder des édifices. Donc bref, moi, par exemple, j'aime beaucoup la musique, donc spontanément, moi, j'aurais envie de dire des musiciens. Mais là, puisqu'on parle de livres, j'ai quand même pensé à... En fait, j'ai quand même envie de parler de livres, d'auteurs. Il y en a un, moi, qui est vraiment mon écrivain préféré, quoi. Je lis tout, c'est Emmanuel Bove. Emmanuel Bove, il est mort, hein, il a culminé dans les années 20, 30, 40, 60. Il a écrit... comment dire ? C'est l'écrivain du détail. On a beaucoup dit ça de lui. En effet, c'est quelqu'un qui peut vous faire 1 page, 2 pages sur, je sais pas, un personnage qui s'assoit sur un fauteuil et puis soudain qui se sent pas bien, donc il se dit comment je mets ma jambe, c'est très drôle. Comment je me positionne, c'est très autoréflexif. Moi, je suis comme ça, je me vois faire les choses, je pense toujours à ce que je fais bien et tout ça. Donc, c'est un écrivain qui rend ça, qui a un niveau... Il y a cette idée du degré de détail. Je pense que chaque livre a son degré de détail, son degré d'ellipse. Et moi, j'aime bien que ce soit assez bas, c'est-à-dire être vraiment sur des gestes, sur des regards, vous voyez, être assez à une échelle très détaillée des choses. Et lui fait ça avec brio. Son premier livre, je conseillerais surtout ce livre qui est vraiment génial, qui s'appelle Mes amis. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas d'amis et qui en cherche. Et qui noue des petites relations semi-réussies avec plein de gens qui donnent à chaque fois leur nom à un chapitre.
et c'est l'histoire de sa solitude et de sa tentation d'aller vers les autres. Et c'est aussi quelqu'un d'assez mal aimable. Et voilà là où je voulais venir. Boff, c'est quelqu'un qui a beaucoup mis en scène on dit des anti-héros, mais plutôt des gens un peu médiocres, mais aussi un peu géniaux, un peu beaux, et c'est quelqu'un d'assez pingre, par exemple, son narrateur. Il a écrit aussi sur quelqu'un qui est tenté par la collaboration pendant Vichy. Donc à chaque fois, c'est des gens quand même qui sont un peu troubles, et il arrive à ouvrir des portes d'empathie énormes vers des gens qu'on serait bien tenté de juger dans la vie. Et ça, je trouve ça génial. Et moi, j'ai aussi cette tendance à aller vers des personnages qui vont un peu nous gêner, nous gratter, nous irriter, et soudain, d'un coup, nous toucher. Voilà, ça, je trouve ça génial quand on se fait trimballer, quand notre empathie, comme ça, se fait trimballer par le livre. Donc, Emmanuel Boff, je conseillerais vraiment cet auteur, qui a un sens de l'humour, du tragique, voilà. Et puis aussi, une forme de classicisme, c'est-à-dire, quand il met un point, quand il met une virgule, c'est vraiment un point, c'est vraiment une virgule. Il y a quelque chose de très tenu dans sa langue. Moi, j'adore le classicisme. J'aurais pu aussi parler d'auteurs du XVIIe. J'aime beaucoup ça, parce que je trouve une grande rigueur, une grande maîtrise. Ça doit venir aussi de mon tempérament un peu psychorigide. Mais j'adore ça, voilà. Il y a quelque chose de très calme, de très tenu dans sa langue. Et puis peut-être quelqu'un d'autre de plus contemporain, même si elle est décédée il y a pas longtemps. C'est une autrice qui s'appelle Emmanuelle Bernheim. Emmanuelle Bernheim, j'offre ses livres à tout le monde, donc là ça trompe pas quand on fait ça, c'est vraiment qu'on aime. Et il y a plusieurs livres d'elle dont je pourrais parler, mais il y en a un notamment qui fait 40 pages, qui est tout petit, et qui s'appelle Stallone. Et c'est l'histoire d'une femme qui va voir un film avec Stallone, et qui adore le film, et qui va en voir un deuxième, et un troisième, et qui toute sa vie va aller voir tous les films qu'elle peut avec Stallone, au point de se mettre un peu dans le problème, de mentir à son mec, de pas aller au travail. Et c'est, mine de rien, l'air de rien vraiment, une histoire un petit peu tragique d'une obsession folle pour Stallone, et d'une grande fuite. Et donc là, c'est un livre qui m'a directement inspiré pour La Mauvaise Joueuse, parce que c'est la structure obsessionnelle. C'est quelqu'un qui fixe sur une chose et qui n'en sort plus, et qui en conçoit beaucoup de culpabilité. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Et c'est aussi, donc elle a écrit d'autres livres, voilà, notamment un livre qui s'appelle Sa femme, qui est l'histoire d'une fixation d'une femme sur une autre. C'est pareil, c'est toujours des histoires d'obsession. Et c'est surtout un livre dont j'ai envie de dire qu'il a de l'allant. Et ça, c'est vraiment le mot qui me vient le plus fort quand j'aime une œuvre. Ça me vient beaucoup avec la musique aussi, c'est l'idée de l'allant. A2LANT, ouais. Quelque chose qui a une force d'avancer, une sorte de grâce un peu difficile à expliquer. Et c'est un livre qui vous voyez, d'ailleurs, ça suit beaucoup cette femme qui marche dans les rues, c'est au printemps, elle marche, elle va au cinéma, il y a une force de mouvement, il y a une joie d'avancer qui, moi, comme quand j'écoute, je sais pas, comme quand j'écoute, vous voyez, de la musique classique, certaines choses du grand classicisme, une espèce d'évidence d'avancer. Désolé, c'est un peu abstrait, mais ça me met en grande joie. C'est des livres qui me donnent envie de marcher. C'est des livres qui me donnent envie de les lire dans la rue, en marchant, en allant vers des amis ou je sais pas quoi, ou des événements qui me font plaisir. Oui. C'est des livres qui mettent en mouvement. Donc voilà, Emmanuelle Bernheim pour la grâce de l'allant, pour l'obsession, et puis Emmanuel Boff pour le sens aigu du détail, du petit truc qui va raconter sur nous bien plus qu'un paragraphe entier de description. Et c'est très très clair. Hein. Ouais, là, j'ai même plus de questions à poser. Quoi. Tout a été fait. Ça, juste, tu as dit que Stallone était une inspiration directe pour ce côté sur l'obsession, etc. Mais la manière dont tu as raconté Mes amis, quelqu'un qui n'a pas d'amis, c'est quand même sacrément Maud, qui rencontre des gens par le jeu, mais qui n'a pas vraiment d'amis, en tout cas dans le livre elle n'en a pas, et qui est par ailleurs un peu détestable, puisque c'est une mauvaise joueuse. Il y a une filiation, me semble-t-il, au moins indirecte avec Mes amis de ouais, Boff. Bien sûr. De toute façon, je pense que ça fait partie des livres, Mes amis, qui m'ont marqué en profondeur. Sans doute que, moi, il y a quelque chose que j'aime bien en narration, c'est suivre un personnage qui en croise d'autres qu'on ne reverra jamais. Comme dans un jeu vidéo linéaire, vous voyez, vous avez un personnage et vous en croisez d'autres que vous ne reverrez jamais parce que vous êtes dans une sorte de couloir. Et ça, j'aime beaucoup parce que j'aime bien tourner autour d'un personnage et en même temps me donner l'occasion de faire des petits portraits au passage d'autres, comme ça. Et puis aussi que ces autres personnages soient comme le reflet d'elle ou comme une variation sur elle. Au fond, elle croise beaucoup de joueurs et de joueuses, enfin surtout des joueurs d'ailleurs, elle croise beaucoup d'hommes dans ce livre, et il y a plein de portraits de joueurs et de gens pris eux aussi à un autre degré dans cette addiction. Donc voilà, ça me vient de... Ça, c'est comment on est marqué profondément par un livre imprimé par une espèce de style narratif aussi.
Et sur ce style, justement, tu fais des phrases assez brèves, concises. Alors, évidemment, c'est un roman, le récit d'une fuite, donc c'est logique. Mais est-ce que c'est un style parce que ces phrases courtes se retrouvent aussi dans L'homme qui danse, dans la chaleur. Est-ce que c'est un style que tu as travaillé, que c'est volontaire d'avoir ces phrases très courtes, ou est-ce que c'est juste la manière naturelle dont tu as commencé à écrire et dont tu écris encore aujourd'hui? Je pense que c'est pas fait exprès. C'est-à-dire le travail, c'est plutôt d'essayer d'être juste, d'affiner, d'ajuster, mais par contre, le ton, la voix qui sort, ça je la maîtrise pas trop. Je pense que c'est une projection de mon tempérament. C'est un peu contradictoire, peut-être je me montre assez bavard là, mais du reste dans la vie, moi j'ai un tempérament assez expéditif, c'est-à-dire que j'aime bien que ça aille vite. D'ailleurs, je marche vite, je vais vite, souvent on me reproche d'aller vite. J'adore L'homme pressé de Paul Morand, et c'est un livre assez génial sur ça. Et souvent, j'ai peur de faire trop long, j'ai peur d'embêter les gens. Donc, je suis un peu obsédé par l'idée qu'il faut être clair et qu'il faut aller au point. Je déteste être face à quelqu'un qui parle d'une façon décousue, qui va me raconter ses vacances en me disant des trucs inutiles, qui va pas faire l'ellipse qu'il faudrait. Moi, je suis soudain très impatient. Non, mais ça peut être une, non, parce qu'il y a des gens qui font preuve d'une patience assez héroïque face à ça. Moi, c'est horrible. Moi, je commence à me gratter, à avoir chaud, à vouloir partir. Et tu poses des questions, tu dis non, mais alors, oui. Non, mais en fait, ça sert à rien. Tu peux couper, tu peux aller. C'est assez injuste parce que je pense que quand on écrit, quand on a affaire à la dramaturgie, je pense qu'on est avantagé. Je pense que c'est pas si évident que ça, en fait, de faire des ellipses quand on n'est pas habitué. Donc, je devrais être un peu plus clément. Mais donc, tout ça pour dire, en effet, j'ai un tempérament expéditif et un peu bref. Moi, il y a une phrase de Léo Ferré dans La violence et l'ennui que je trouve très belle. Il dit « Je vous commande d'être bref et corrosif ». Et j'adore ce commandement, j'y souscris bien. Soyez bref et corrosif. En tout cas, donc, le style, je pense, c'est, comme le dit la narratrice à propos des échecs d'ailleurs, c'est une affaire de tempérament. Voilà. Il s'agit de se rapprocher au plus près de son tempérament, de la complexité de son tempérament. C'est ça le travail d'écriture. Et si j'essayais autre chose, je pense que ça sonnerait faux. Moi, je peux aimer d'autres langues. J'aime aussi des langues très déliées. Par exemple, étonnamment, j'aime beaucoup Julien Gracq. C'est vraiment, on dirait, en termes dans le projet, l'opposé de certains livres que j'aime. Et ça me parle très, mais c'est autre chose. D'ailleurs, c'est une différence intéressante entre les livres qu'on aime parce qu'ils nous ressemblent et les livres aussi qu'on aime, voilà, sans forcément avoir envie de les écrire. Et est-ce que tu as par hasard un livre diapason? C'est Nicolas Caro qui parle de ça et qui dit on a tous peut-être à un moment donné un livre qui nous permet de pouvoir nous lancer dans le processus d'écriture. Par exemple, lorsque tu passes du deuxième au troisième roman, du premier au deuxième, est-ce qu'il y a un livre que tu lis qui te permet de pouvoir te relancer dans le processus d'écriture? Parce que peut-être ça peut être toujours le même à chaque fois, peut-être qu'il change, ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout, et qu'à ce moment-là, ou même peut-être que tu ne lis pas du tout lorsque tu écris. Quel est ton rapport à ça? Déjà, le livre, s'il y en a un qui te permet de pouvoir te lancer à l'écriture, et est-ce que quand tu écris, tu lis en même temps à côté ou tu préfères vraiment te couper pour te destituer de tes influences? Oui, alors, je trouve assez dangereux de lire, surtout de la prose assez singulière quand on écrit, parce que moi je suis très poreux. Je pense que beaucoup de gens sont très poreux quand ils écrivent et qu'assez facilement, on se découvre une forme d'habilité un peu médiocre au pastiche. Et moi, ça m'arrive de me relire et me dire « Oula, mais là j'étais en train de lire, je sais pas, là je lisais Kafka, ça se voit en fait, parce que je suis en train d'essayer de reproduire médiocrement ce qui m'a plu dans Kafka. Ça ne marchera jamais. » Je pense qu'il y a des auteurs, c'est dramatique pour ça, notamment je pense que Céline, que j'ai beaucoup lu plus jeune, je pense fait des ravages. Et le nombre de premiers manuscrits qui empruntent au style et aux torsions syntaxiques de Céline, par exemple, sont très nombreux. Et donc, je pense qu'il faut se débarrasser de ça, parce que ça laisse des taches, comme du café, quoi, sur le texte qu'on écrit. Je pense que le travail, trouver sa voix, c'est aussi surtout se défaire des voix qui nous ont imprégnés. Donc, je lis peu quand j'écris, je lis plutôt des essais. Et si, j'ai un livre diapason, moi, un livre que je lis beaucoup, en tout cas, je picore des passages, c'est mon livre préféré. J'ai presque envie de rien en dire, comme si ça allait encore plus donner envie de le lire. C'est Mars de Fritz Zorn. Ah oui, Zorn. Voilà. Qui est pour moi... voilà, en fait, j'ai rien à en dire parce que sinon ça va être trop long, mais je dis, voilà, c'est le livre que je relis. Mais n'en disons rien, c'est très bien, ça donnera envie de le lire. Non, mais parfois le silence, vous voyez, voilà, silence sur Mars. Exactement. Donc, si vous voulez lire Mars, ne posez surtout pas la question à Victor Gestin, sinon vous risquerez de ne rien en savoir. Bon, et Victor, tu as un côté un peu énervant.
je dois le dire, parce que tu as écrit Merci. ton premier roman à 23 ans et tu remportes immédiatement le prix féminin des lycéens, tout un tas de choses. Et je me suis demandé, donc 23 ans, tu es encore très proche de l'adolescence. Quel lecteur tu étais quand tu étais adolescent et comment est-ce que tu es passé de ce lecteur-là à l'écrivain? Alors, moi je lisais très peu. En fait, on m'a lu beaucoup d'histoires enfants. C'est une des choses dont je suis le plus reconnaissant envers mes parents, avec aussi le fait d'avoir joué avec moi. Ils m'ont lu beaucoup d'histoires. Moi, j'ai lu Harry Potter. J'étais obsédé par Harry Potter pendant des années, mais du reste, je lisais très peu. Par contre, j'écrivais. Enfant, assez vite, j'ai écrit des petits textes, des petites nouvelles, des petits plagiats de choses qui m'intéressaient. Moi, j'aimais beaucoup l'Heroic Fantasy, j'aimais beaucoup les Warhammer, donc j'écrivais des choses, voilà, le Seigneur des Anneaux, j'écrivais des choses proches de ça, je plagiais, je copiais, mais sans écrire. Et si bien qu'à un moment donné, mes parents m'ont dit, bon, bah, ce serait peut-être bien que tu lises un peu, parce que, en fait, voilà, et moi je m'en défendais, j'ai dit non, ça va m'influencer, et j'avais pas envie, j'aimais plutôt la musique, le cinéma, et donc c'est le fait d'écrire qui progressivement m'a amené, donc déjà vers l'âge de 20 ans, à lire et à commencer à avoir des chocs de langue. C'est-à-dire à vraiment aimer un livre, non pas seulement pour l'histoire d'Harry Potter, que je continue à aimer vraiment d'amour profondément, parce que ça m'a tellement marqué, mais pour la langue. Et là, moi j'ai lu, voilà, je me souviens de lire 100 ans de solitude de Garcia Marquez et d'être saisi immédiatement par la force du truc, de lire Dostoïevski, de lire Céline, de lire Faulkner. Voilà, à 20, 21 ans, là j'ai eu une espèce de pic de boulimie, que d'ailleurs je n'ai plus. Enfin, ça aussi c'est intéressant. Moi je lis beaucoup encore, mais je pense que vers 20, 21, 22, j'avais un pic de lecteur, de collectionneur. C'est-à-dire je voulais lire, mais je voulais aussi avoir lu. Et avoir les livres dans ma bibliothèque et pouvoir dire ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu. Si bien que je m'autorise pas, par exemple, à ne pas finir un livre, parce que j'ai l'impression que je l'aurais pas lu si je le finissais pas. J'étais comme ça, mais c'est quelque chose d'un peu douteux, mais de très puissant, je pense aussi, pour, voilà, comme de très joyeux, que j'ai un peu dépassé. Je me sens comme un peu fatigué. Je suis pas sûr, par exemple, qu'aujourd'hui je serais capable de m'enquiller 1000 pages de Dostoïevski, comme ça, je suis même pas sûr. Je pense que mon téléphone a fait des ravages, en l'occurrence. Chess.com surtout. Chess.com, ça m'a pas aidé non plus. Non, mais je pense qu'il y a une déperdition, et je pense vraiment que la question du smartphone, c'est pas juste un vieux truc comme ça, je pense que c'est un sacré sujet, anthropologie. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est l'écriture qui m'a amené à la lecture. Ok, intéressant. Ouais. Mais ce qui est marrant sur ton rapport à la lecture boulimique vers 20-21 ans, enfin je parle très brièvement de moi, mais j'ai eu exactement la même chose. C'est-à-dire que bon, je lisais beaucoup Harry Potter quand j'étais petit, j'ai un peu arrêté de lire au lycée, et puis vers 20 ans je me suis dit non mais en fait il y a toutes ces choses-là, j'ai pris un Balzac, un Flaubert, et puis ensuite j'ai tout bouffé. Et c'est vrai que maintenant, je ne sais pas si c'est le téléphone ou si c'est juste le cours naturel des choses, comme toi, j'ai beaucoup moins de rapport boulimique à la chose. Oui, je pense que ça peut être un peu triste sur le vieillissement, sur la perte de force. Je pense aussi c'est parce que certaines mauvaises raisons disparaissent pour nous défendre. Je pense aussi que moi j'ai lu pour des mauvaises raisons, enfin pour des raisons un peu douteuses, c'est-à-dire par complexe, parce que je me suis retrouvé notamment en études de cinéma face à quelques personnes qui avaient beaucoup lu, le genre de personnes qui disaient avoir lu Victor Hugo à 10 ans, des choses que je pense que ça existe, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Pour moi, qui sont des choses de milieu social aussi très très différents, quoi. Et donc je pouvais être complexé par ça, par une aisance avec ces textes que j'avais pas. Je pense que aussi pour séduire, pour plaire. Je pense qu'à un moment donné, on prend conscience que sorti du lycée, qu'il y a d'autres façons d'être séduisant, de plaire, de retenir l'attention des gens. Je pense qu'à un moment donné, j'ai lu aussi un peu pour ça. En te baladant avec un livre de poche dans la poche de ta veste. Avec James Joyce sous le Non, bras. quand même pas. Non, mais d'être accolé à cette passion, et d'être, non pas pour citer des vers comme ça au clair de lune, pitié, mais par contre juste pour être accolé à cette passion, et aussi pour à un moment donné, je pense que ça me donnait une force vitale très forte de lire. Je pense que de lire me donnait envie de parler, me donnait envie de faire des phrases, me donnait envie d'être drôle, voilà. Et peu à peu, je pense que ces raisons disparaissent, et d'ailleurs, moi, plus le temps passe, plus j'aime relire. C'est-à-dire à perte, j'aurais dit il y a quelques années, puisque moi, il y a quelques années, j'aurais relu un livre, je me suis dit, mais je perds du temps, je l'ai déjà lu, autant en lire un autre. Mais là, je relis, donc de façon peut-être plus sincère, je vais vers des textes que j'ai vraiment envie de lire pour le plaisir qu'ils m'apportent. On va passer à un jeu, les amis. Voilà. C'est l'heure du jeu. Alors pour toi, on va te faire le double jeu, parce que vu que tu es un très grand joueur, par contre, ça va pas être évident parce qu'on a choisi des citations qui sont pas simples. Je vais te donner une citation. Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas avec elle, et tenter par la même occasion de me dire qui aurait bien pu l'écrire.
D'accord ? Ouais, ok. Sachant que vraiment, c'est pas évident. Bon, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Ok ? Première citation. Est-ce que tu es d'accord ou pas ? Ce que l'on appelle passion n'est jamais que la dévoration de soi-même par soi-même. Alors déjà, faut que j'encaisse. Est-ce que je peux la réentendre? Ouais. Ce que l'on appelle passion n'est jamais que la dévoration de soi-même par soi-même. Oui, oui, ça je comprends et je serais plutôt d'accord. L'idée qu'on se consume, ouais, l'idée du désir, l'idée du désir intense pour quelqu'un ou pour quelque chose peut vous consumer de l'intérieur, vous bouffer. Donc ça, je serais d'accord et ça, j'ai l'impression que la phrase est frappée à une tournure classique qui indique peut-être un texte assez ancien, mais peut-être que je me trompe complètement. C'est Mauriac. Ah bah voilà, et en fait j'adore Mauriac. J'adore Mauriac, c'est des goûts de notaire, comme dirait je sais plus qui disait ça. Quelqu'un disait ça sur Mitterrand, parce que Mitterrand il adore Mauriac, et je sais plus, c'est Michel Pollack, je crois, qui disait il a des goûts de notaire. Parce que c'est vrai que Mauriac, ça sent un peu la poussière, c'est un peu la vieille bourgeoisie catholique des années 20, mais en même temps, moi j'adore parce qu'il y a un truc assez sombre et il y a un truc très classique aussi. J'adore la prose de Mauriac. Moi j'adore Mauriac, j'ai lu beaucoup de livres, c'est un peu bizarre de dire ça, mais pour moi, bien supérieur, par exemple, à Gide. Et voilà, ça m'étonne pas que ce soit une phrase de Mauriac. C'est quoi tes unpopular opinions sur la littérature ? Ce serait quoi le truc que tout... Par exemple, moi, je dis souvent, j'aime pas Annie Ernaux. Tu vois, j'ai déjà dit, j'aime pas Annie Ernaux parce que pour telle ou X ou Y raison. Ça serait quoi, toi, ton idée un peu impopulaire sur la littérature en soi ? Bah, il y en a plein. Moi, c'est un peu... En fait, c'est souvent quand on parle d'un grand livre énorme, foisonnant, génial, plein de petites ruelles. Souvent, c'est des trucs que j'aime pas trop lire. Par exemple, j'aime pas trop Bolaño. Ok. Et Bolaño qui est très très aimé, très respecté. Et il y a des trucs de lui que j'aime bien. Souvent, c'est plus petits livres. Mais Les Détectives Sauvages, 2084, moi, j'y arrive pas. Je trouve ça trop... Je suis perdu. Je me dis, c'est pas tenu. Alors évidemment que ça l'est, et j'ai un grand respect pour ça. Mais il y a un truc que je vais pas aimer. Ouais, je dirais Bolaño, par exemple, et à cette image, beaucoup de grands textes foisonnants. Ah, ok. Donc tout ce qui est un peu peut-être baroque. Ouais, par exemple, baroque, des textes aussi d'Amérique du Sud. Il y a un auteur brésilien, j'oublie son nom, qui a écrit un livre qui s'appelle Diadorim, qui est une grande référence pour beaucoup de gens. C'est pareil. Et je pense, moi, j'ai pas lu Ulysse. Faudrait que j'essaye. Okay. Mais typiquement, j'ai pas très envie. Moi, je préfère lire Stallone, 40 pages, Emmanuel Bernheim, quoi. Moi, je préfère lire les nouvelles de Borges, par exemple, de Borges, plutôt que de lire 2066. Oui, oui. 2066, je confondais avec un film. Ou je sais pas quoi, 2084. Ah non, c'est Boilem sans ça. Ah, c'est Murakami, oui. Bref, oui, certainement. Donc je dirais plutôt, voilà, une populaire opinion, ce serait les gros livres comme ça, un peu qui me débordent, en fait, qui m'écrasent. Ok, je continue. On croit maîtriser son vice, mais c'est lui qui nous tient en laisse. Ouais, ça j'aime bien aussi. D'ailleurs, à un moment donné, il me semble, la narratrice de mon livre, elle dit, elle ment, et elle parle ensuite de son mensonge comme d'un gros chien qui tire sur sa laisse. Vous voyez, quand vous êtes entraîné par votre mensonge, et votre mensonge, c'est trop tard en fait, vous devez continuer à mentir, et le mensonge tire sur sa laisse comme un gros chien qui a perdu le contrôle. Donc oui, je suis d'accord. De toute façon, tout ce qui va connoter un faible libre arbitre, un grand déterminisme, le fait d'être pris dans une structure psychique ou sociale, moi, oui, tout de suite, oui. Ok. Qui a dit ça ? C'est Balzac. Ah d'accord. Peau de chagrin. Ok. Une autre citation beaucoup plus connue. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Oui, donc ça c'est Pascal et c'est les pensées, et ça j'aime beaucoup aussi parce que c'est pareil, c'est juste le classicisme, j'adore. Il y a toutes les pages assez connues sur ce truc de se divertir, du roi, c'est trop beau, c'est des choses que j'aurais pu amener à lire ici. Maintenant, est-ce que je suis d'accord ? Bah en fait, pas sûr. Hein. Je pense, oui, je comprends, mais par contre, moi j'ai pas envie de demeurer dans ma chambre, quoi. Enfin, je pense que l'idée du jeu, c'est aussi la prise de risque et sortir de chez soi. Et voilà, donc non, au risque d'être frappé par la foudre, je ne suis pas d'accord.
Pas d'accord avec Pascal. Voilà. Exactement. Dit comme ça pourrait passer. Si C'est Pascal qui, c'est celui-là mon oncle ou ça va, mais en fait, Avec je suis pas d'accord avec Pascal. Le bord d'un comptoir, ça là, pourrait tu être me remets un demi et on en reparle, Pascal. Une citation de Sartre. Bah, le jeu. Et voilà, mais pas sur celle-là parce que c'est la liberté et que Sartre c'est la condamnation d'être libre, donc je suis libre de dire que c'est Sartre. Je me rattrape comme je peux. Jouer, c'est se donner pour être ce qu'on n'est pas. Je te la refais. Jouer, c'est se donner pour être ce qu'on n'est pas. Oui, j'aime bien aussi, je pense que je suis d'accord, c'est ta question, c'est l'idée de l'alter ego expérimental, de sortir de soi, de l'occasion qu'on a, mais comme dans le sport, comme dans l'art évidemment, plein de choses, ou la sexualité, de changer de peau, quoi, de sortir de soi. C'est quand même très très précieux ça. Voilà, plutôt que de rester dans une chambre, on peut faire ça, on peut sortir de soi par le jeu. Et une dernière que tu m'as donnée, que j'ai trouvé magnifique, je ne dirai pas, j'ai failli le dire. Nous portons en nous le goût des désastres de nos pères. Le goût, étonnant. Père, papa. Ouais, père, de oui, père. père, papa. Nous portons en nous le goût des désastres de nos pères. Ouais, alors ça, je pense que ce serait plus contemporain. Ça me fait penser à une chose, c'est qu'il y a un père dans ce livre, et l'homme qui a formé cette joueuse, qui lui a transmis cette passion et cette maladie, pourrait-on dire, du jeu, c'est lui. Et on le trouve à la fin du livre vieillissant, seul, qui joue au Scrabble tout seul, quoi, dans l'ombre, en regardant Question pour un champion. Donc un portrait un peu triste d'un désastre. Et en effet, une des clés pour comprendre cette narratrice, c'est son père, c'est son éducation, c'est sa famille. Donc oui, je suis d'accord. Et moi, je serais au final reconnaissant de ce désastre qu'on m'a transmis du jeu. Et ça serait qui pour toi qui a écrit ça? Et c'est contemporain, c'est vrai, c'est exact. Je sais pas, je saurais pas dire. C'est L'humour d'Adrien de Yourcenar. Ah ok, bah j'ai pas vu. Donc on est totalement là-dedans, le père Ouais. qui parle Ouais. à son fils, on est complètement dedans. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire? Bah moi, non, mais en fait, on est dans les citations, donc c'est presque hors de propos. Mais moi, je voulais juste parler d'une dernière chose, puisqu'on parle de phrases géniques. C'est tes premières phrases. Moi, je les ai toutes les trois, puisqu'il n'y a que 3 romans pour le moment, trouvées très frappantes. Notamment, moi, je vais lire celle de la chaleur. Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir, sans bouger. Pareil, dans La mauvaise joueuse, on a une sorte d'incipit in medias res. Je n'espérais rien et un bowling est apparu. Comment est-ce que tu trouves ces premières phrases, d'où ça sort? Qu'est-ce qu'une bonne première phrase? Mais c'est dur de retracer le chemin parce qu'il y en a eu beaucoup et je pourrais plus trop dire à quel moment ça s'est fixé comme ça. En tout cas, je trouve que c'est un bourbier ces histoires de premières phrases parce que c'est important de rentrer dans un texte, c'est important d'impulser un élan, de l'allant comme on disait, et en même temps c'est dangereux aussi faut pas frapper trop fort quoi. Il y a un côté un peu énervant aussi dans la phrase, un peu géniale, un peu bien sentie qui débute. Moi, des fois, d'un coup, je suis agacé parce que je vois l'auteur. Donc moi, je pense que je suis sur la corde parce qu'en effet, ces phrases, elles ont, à chaque fois, je les voulais quand même un peu spéciales, quoi. Mais j'essaie en même temps que ce soit pas trop. C'est important, hein, c'est vraiment l'élan, quoi. C'est d'ailleurs, souvent, moi, ce que je fais dans les premières phrases, le truc le plus important pour moi, c'est de me répéter. C'est de marteler un mot. Là, il y a bowling, bowling, bowling. Et c'est vraiment comme le démarrage d'une moto, quoi. J'ai besoin de tac, 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 pour prendre de l'élan. C'est surtout ça, pour moi, qui est important dans un livre, c'est prendre de l'élan en tant qu'auteur. Et donc, moi, je le trouve par la répétition un peu bornée de quelques mots. Et tu le donnes au lecteur aussi. Ouais. Et les phrases sont géniales quand même. Les phrases sont quand même géniales. Soudain apparaît un bowling comme ça, on le voit immédiatement, ce bowling dans une zone intermédiaire, avec des néons. Je pense qu'on a tous un bowling en tête Oui. où on s'arrêterait devant un bowling. Ah oui, c'est toujours jamais très chic. Normalement, quand on passe devant un bowling, on s'y arrête rarement. Un bowling, c'est quelque chose qu'on prévoit. C'est vrai, on passe devant. Bah, cette première phrase, pour moi, c'était aussi le relativement une sorte de renversement moral. C'est-à-dire que je n'espérais rien et un bowling est apparu. Ça veut dire qu'apparemment, le bowling, pour elle, est extrêmement désirable. C'est comme un oasis, une apparition miraculeuse. Et c'est un peu bizarre, parce que moi, je veux dire, si j'étais paumé et que je croise un bowling, bah, je continuerais juste ma route à chercher autre chose. Et elle s'arrête. Soudain, ça lui suffit.
Et le temps de ce livre, et avec elle, le bowling sera désirable. Et tout ce qui ressemble au bowling sera beau et désirable et décrit par elle avec une sorte d'amour. Et c'était une façon, dès la première phrase, d'être avec elle dans son sens esthétique et moral. Du coup, n'espérez rien et tombez sur La mauvaise joueuse de Victor Gestin. Merci beaucoup pour ce moment, c'était génial, j'ai passé un excellent moment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, à partager cette vidéo, à lire ce livre. Évidemment, toutes les informations sont en description, donc si vous voulez vous renseigner plus sur le livre, vous avez tout à l'intérieur. Et aussi les actualités au passage de Victor. Merci beaucoup. Merci et à puis, vous. J'espère à très bientôt pour un prochain livre. Alors, Avec plaisir.